Et ce que nous faisons là, ça symbolique, c'est de hâter la venue de ce monde. Une période quand même où, à mon avis, le cinéma connaît une crise. Maintenant, on peut ne pas le ressentir parce qu'il y a toujours des films. Mais je pense que quand on regarde de près, nous sommes quand même dans un formatage, dans un système qui n'arrive pas tellement à renouveler cette forme de création et où on est on est dans un mimétisme qui fait que nous copions plus ou moins tous un modèle cinématographique, donc hollywoodien, mais qui surtout est un modèle qui a pour but essentiel de faire gagner de l'argent dès l'écriture, en fait. Bon, l'idée c'est que le cinéma reste quand même disons, un médium ou une forme d'expression riche qui a été un peu prise en otage dès sa naissance quasiment par donc ce système marchand. Quand bien même on parle de cinéma indépendant, on constate quand même que ce cinéma, j'ai presque envie de dire, n'arrive plus tellement à nous parler. Donc, je ne sais pas au Sénégal, mais je sais que dans beaucoup de pays africains actuellement, les salles de cinéma ont fermé. Et au Cameroun, par exemple. Donc, je crois que c'est Bolloré qui essaie d'en ouvrir quelques-unes. Bon. Mais à un moment donné, les salles de cinéma ont été transformées en églises ou bien en supermarché. Et moi, je me suis dit que c'était un phénomène qu'il fallait un peu lire autrement. C'est-à-dire que nous avons connu une période, disons, du rêve. Le cinéma, c'était le rêve. Et maintenant, j'ai l'impression que nous vivons une période du miracle. C'est-à-dire que le supermarché, c'est un miracle. C'est un lieu de miracle si vous avez l'argent, évidemment. Le cinéma, vous rêvez peut-être de Brad Pitt et tout ça là. Mais bon, vous n'avez pas Brad Pitt là, quoi. L'église, d'ailleurs, il y a une église nigériane au Cameroun où c'est écrit « Pray until something happens ». C'est-à-dire que prie jusqu'à ce que quelque chose se passe, quoi, en fait. Donc, vous comprenez que c'est cette idée d'abandonner le rêve pour plutôt se consacrer au miracle a aussi un lien avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir Brad Pitt, vous allez trouver un équivalent sur Facebook. Donc, je me suis dit qu'effectivement, il faudrait peut-être que le cinéma se trouve un projet et nous avons beaucoup d'outils qui permettent éventuellement que ce projet-là se matérialise. C'est-à-dire que l'idée que le cinéma doit nous fait déjà quelque chose. C'est-à-dire que quand on va voir un film de kung-fu, on se croit plus fort qu'avant quand on entrait dans la salle. Donc, le cinéma nous fait quelque chose. Et à partir du moment où il nous fait quelque chose, la question, c'est de voir comment peut-on un peu l'apprivoiser pour que, disons, il nous fasse de bonnes choses. Donc, en gros, comme ça, l'idée, c'est d'imaginer un cinéma qui nous soigne. C'est-à-dire que, je crois, avec tout ce que j'ai entendu ici et ce que j'ai entendu lors des ateliers de l'année dernière, c'est clair que nous devons prendre soin de nous-mêmes. Et je crois que ces messages qui étaient peut-être adressés aux intellectuels, je ne dis pas que les cinéastes ne sont pas des intellectuels, mais bon, je crois que le cinéma doit aussi s'approprier cette vision, ces projets-là de prendre soin de nous-mêmes et que le cinéma peut-être est disons un hôpital collectif. Parce que, bon, évidemment, on peut être malade et aller à l'hôpital tout seul, mais où est-ce qu'on va à l'hôpital ensemble? Et je pense que l'une des choses qu'on peut constater aussi dans cette idée que le cinéma devrait ou ne nous fait plus rien, ou du moins le cinéma actuel, aujourd'hui vous avez des chaînes, des bouquets Canal+, et d'autres chaînes, et vous avez 200 chaînes, et vous vous retrouvez en train d'aller dormir parce que vous trouvez qu'il n'y a rien à la télévision. Donc, ça veut dire que si vous additionnez tous ces films qui passaient, si vous êtes à des 10 millions d'euros, etc., donc vous êtes à des milliards, mais qu'on a investi des milliards pour, soi-disant, vous divertir, et qu'au final, vous trouvez qu'il n'y a rien à la télévision et vous allez vous coucher. Donc, l'idée, c'est de voir si le cinéma pourrait éventuellement nous soigner. Et l'exemple que j'aime bien, c'est celui des enfants. Les enfants qui, eux, aiment les héros d'action, les Batman, les Superman et tout ça, parce que, et c'est Boris Cyrulnik qui le dit, il dit que parce que les enfants, les héros d'action compensent, disons, la faiblesse que l'enfant ressent vis-à-vis du monde adulte.
Et il extrapole en disant que les peuples humiliés, les gens qui ont connu un traumatisme, ont, disons, cette même compensation, disons. Excuse-moi. Bref, toujours est-il que je dois conclure, je n'ai plus trop là. Oui, bon, voilà, je vais finir ça. Donc, voilà. Et donc, l'idée du cinéma qui soigne, donc, je suis en train de l'expérimenter un peu dans un cas en Colombie où, justement, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui avait fait un film et à qui son père, neuropsychiatre, je crois, a dit que ce n'était pas un bon film pour les gens. C'est-à-dire que les gens qui viennent de vivre un traumatisme de la guerre en Colombie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, ce qui va se passer, c'est que, bon, nous allons aller essayer d'interroger ce neuropsychiatre, je crois, pour lui demander quel film devrait-on faire si vous pensez que ce film n'est pas bon pour ces gens qui viennent de connaître un traumatisme. Donc nous allons essayer donc d'avoir un cas concret, de faire, au moins ne serait-ce d'interroger quelqu'un qui est censé savoir comment fonctionne le cerveau humain, quel est le film qu'on devrait faire. Et ce sera un point de départ de cette réflexion. Je vous remercie. Maintenant, nous passons à Ibrahima. Alors, on voudrait lancer un petit message parce que maintenant un ordinateur. Oui, ce n'est pas encore battu, donc Ibrahima va, le temps que l'ordinateur vienne, lui, va présenter déjà son... Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci à Felune et à Achille pour l'initiative. Je veux dire la mise en scène. Parce que moi, j'étais il y a 10 jours de l'autre côté de la salle et c'était pour suivre le concert d'Ismaël Lo. Je n'avais pas encore le programme. Je ne peux pas m'imaginer que quelques jours après, je serai à la même place pour une autre forme de performance. Et ça pose, de mon point de vue, la question des espaces et des langages qui les habitent. Et je vais justement dire un mot sur une forme de langage qui est, de mon point de vue, assez importante. C'est le langage musical, qui est un des textes les plus présents de notre univers. Edgar Morin disait dans les années 70, en pensant au bain musical auquel la radio soumettait tout le monde, que la chanson était finalement le plus quotidien des objets de consommation quotidienne. Et je pense que cette omniprésence rappelle d'abord une chose, c'est ce que la jouissance esthétique est à la condition humaine, tout court. Ensuite, qu'elle est également un grand producteur de sens. Donc je vais dire quelques mots sur cet aspect-là, en m'appesantissant sur l'aspect de la mémoire. La musique est un lieu de mémoire extrêmement important. Et c'est cette capacité à dire le passé qui lui a permis surtout cette capacité à survivre particulièrement à ces contextes de production, à ces instances de production, qui lui a permis de continuer à dire le passé, y compris pendant la période ou la parenthèse coloniale. Non seulement à permettre le souvenir, et je prends au vol le mot remembering, le souvenir, mais aussi le remembrement, de remettre bout à bout la charpente historique qui a été brisée par une série de discontinuités, puisque notre histoire est marquée par une série de discontinuités, de modèles politiques et culturels qui se succèdent les uns aux autres et qui s'écrasent les uns les autres. La musique est l'un des rares lieux où ces différentes séquences sont remises ensemble, les différents acquis qu'elle charrie, les modèles politiques, culturels, historiques qu'il charrie, sont tous posés sur la table, presque avec la même dignité, et proposés comme une sorte de viatique aux générations qui ont la charge de choisir les éléments qui leur permettent de construire leur présent et leur futur. Il me semble que c'est un élément extrêmement important. Et cette souplesse de la musique, cette capacité de sélection et de remodelage explique d'ailleurs la façon avec laquelle elle a pu profiter, mieux que toute autre expression artistique, des évolutions technologiques, du transistor au numérique. Et cette plasticité également explique l'aura de ceux qui en sont les figures. Je viens de parler d'Ismaël Lo, on peut les citer beaucoup en Afrique de l'Ouest, Salif Keita, Mouri Kante, etc., pour mettre rapidement l'accent sur le fait que ces figures sont les meilleures illustrations, justement, de cette capacité de nos langues africaines à produire du sens, d'une part, d'autre part, à se construire comme des lieux de partage, puisque je n'ai pas vu d'espace de partage, d'espace de traduction plus important que le disque, le compact disque en termes de livret, etc. Donc c'est des lieux extrêmement importants de construction de sens, de partage du sens avec le reste du monde.
Et finalement, la production artistique, par son abondance, sa permanence et son audience, est le lieu où on a le plus pensé et dit l'Afrique. Je vous remercie. Ah oui, là, c'est bravo. Vous avez votre... Vous présentez ensemble, hein? Non. Alors Bon, ben... ça ne m'est pas décompté, hein, le temps de... Non, je vais en profiter. Dès que j'ai dit ça commence 5 minutes. Non, je voudrais profiter, même si je le prends sur mes 5 minutes, pour remercier Felwine et Achille. Bon, j'ai déduit les deux remerciements. Ça commence maintenant. Donc, silence. Je suis commissaire d'exposition et je vais vous parler du silence dans des œuvres d'artistes femmes. Parce que dans toutes mes recherches récemment et dans toutes mes expositions, j'ai été vraiment interpellée par les formes de résistance silencieuse dans leurs œuvres. Vous allez me dire, toutes les œuvres d'art sont a priori silencieuses. Mais, et je vais citer Suzanne Sontag, le silence peut aussi être une forme de discours. Donc pourquoi j'appelle ces œuvres d'art silencieuses? Parce que je pense pourquoi elles résistent par le silence. C'est un silence que ces artistes entendent opposer au silence de la société sur, je dirais, deux choses. D'une part, en tant que femmes, les violences qu'elles peuvent subir. Et une autre forme de violence qui est symbolique mais qui est tout aussi forte, c'est la marginalisation de ces femmes dans le monde de l'art. Donc, c'était une contribution à une artiste qui vient de disparaître, Essie, et qui toute sa vie, je vais faire très très court, mais qui toute sa vie a été marginalisée, mais a continué à travailler et à parler de son art comme une forme de survival art. Je vous montre très rapidement ses œuvres et je voudrais arriver à faire parler un petit peu le silence de ces artistes à travers une sorte de lecture iconographique. Comme ça, vous avez un petit changement, vous pouvez voir. Et là, par exemple, ce sont un collectif de femmes égyptiennes qui vont utiliser l'espace public pour performer, se mettre en scène, sachant que c'est un espace très confiné. Et elles veulent dire par là qu'elles veulent aussi occuper l'espace public et ne pas être confinées dans l'espace domestique. Je voudrais aussi montrer cette série de photographies d'une jeune photographe angolaise. Elles sont fortes, elles peuvent être dures, mais elles nous parlent des mutilations qui sont faites aux femmes. Et elle utilise un vocabulaire qui est très spécifique. Alors quand on est spécialiste, on voit qu'elle fait référence à l'histoire de l'art. Mais même quand on n'est pas spécialiste, on comprend à travers cette forme de ce silence, que ce silence est parlant et qu'elle nous dit des choses graves. Par exemple, là aussi, cette artiste nous parle, elle, du poids des traditions et qu'elle met en scène dans ses films. Tout comme Nelly Ziwe Chabat et la précédente artiste, je vais la nommer, était Zina Zaroviva. Nelly Ziwe est une artiste danseuse, chorégraphe, et qui, elle aussi, à travers ses œuvres, et en particulier celle-ci, parle en fait de l'exotisation du corps de la femme noire en particulier. C'est une artiste qui, elle, se met en scène de façon silencieuse et se peint le visage du drapeau LGBT et on est face à elle. Et moi, j'ai passé un moment avec elle et j'en avais les larmes aux yeux parce que tout passait par son regard. Et je vais finir par cette présentation d'un collectif de femmes artistes qui ont enduré en quelque sorte la violence qui peut être faite à toutes les femmes en se tenant jusqu'à l'épuisement sur ces caissons, et on le voit assez mal, mais elles tiennent sur des bouteilles, comment on appelle ça, des culots de bouteilles, ce qui est extrêmement dur, et elles se sont tenues comme ça silencieuses, et ça a duré 3 heures, donc nous étions plus fatigués qu'elles. Ce que je veux dire par là en montrant ces œuvres, et donc c'est ça, c'est aussi rejoindre le fait, je pense que c'était l'invitation qui nous était faite de rejoindre ces ateliers. Moi, j'en étais extrêmement
honorer, mais parce que je pense aussi que ce qui est important, c'est ce qui est produit en termes de discours théoriques, mais que les artistes nous invitent aussi à penser le monde. Ils le pensent, ils le sculptent, et ils nous le disent, ils en relatent autrement. Et que parfois, lorsque nous arrivons dans des impasses de la pensée, dans des difficultés à penser ce monde, ils peuvent être une ressource. Et là, j'avais vraiment envie de vous parler parce que cette thématique du silence et de la résistance de ces femmes, évidemment, l'actualité récente a en fait rendu ce silence presque assourdissant, mais qu'à travers ça, elle nous invite aussi à questionner finalement dans tous les milieux sociaux, y compris le milieu des intellectuels, la nécessité de repenser, d'humaniser et de réfléchir à comment habiter ou mieux habiter le monde ensemble. Donc maintenant, c'est à Tony. Oui, Tony et Diab. Ah, c'est... D'accord. Donc l'ordre n'est pas... Donc Léonard à la place de Ntoné selon l'ordre qui était prévu. Merci Comme on avait Ntoné dit, de pour la respecter. place. Excusez le petit, le petit moment de préparation technique de dernière minute. Je propose qu'on commence à compter maintenant. Voilà, moi je vais rejoindre ce que disait Jenny en proposant de saisir le réel et de le raconter avec une écriture singulière. Donc je ne vais pas vous asséner de théorie ou d'un discours ancré dans une rationalité qui vise à produire de la connaissance, mais tout au contraire, je vais plutôt vous proposer une interprétation d'une rencontre avec un territoire qui est le territoire de la RDC, la République démocratique du Congo, et cette rencontre de montrer quels résultats on peut créer visuellement, non pas en traversant ce territoire, mais plutôt en se faisant traverser par ce territoire et en essayant de se réapproprier une histoire. Donc pour recadrer un peu, d'abord les photos sont censées être en noir et blanc et pas en rose et blanc, mais si vous ne m'en voulez pas, je vais me mettre à côté de mes notes, comme ça je pourrais tricher impunément. Donc, j'ai grandi en Belgique d'un père congolais et d'une mère belge, et j'ai toujours eu une relation indirecte à la RDC. C'était toujours via la famille, via les histoires racontées, via les études. Et donc, j'ai grandi en n'ayant pas ce sentiment ni d'être vraiment belge, ni d'être vraiment congolais. Et donc, c'est clairement la raison identitaire qui me pousse en 2011 à relancer la présentation qui vient de planter. Super. Désolé. Espérons que cette fois-ci soit la bonne, mais comme on dit en Belgique, jamais 203. Donc, l'idée de départ est de rentrer au Congo en 2011, au moment des élections présidentielles, donc de 2011, secondes élections supposément démocratiques du pays.
et d'être dans le pays à ce moment particulier où, soi-disant, l'histoire du pays se joue, et d'y créer un projet photographique sur le climat de tension politique et sociale. Je prends donc le parti des médias internationaux qui, en général, couvrent le Congo sous l'angle de ces crises. Mais évidemment, j'arrive là-bas et j'arrive dans un espace que je ne connais pas et où je me rends très vite compte que ce qu'on me donne à voir dans les interactions avec ma famille, dans cet environnement familial que je découvre et qui me perturbe également, est complètement différent évidemment de ce que j'essaye de faire en documentant, en expliquant la situation du pays par un événement somme toute restreint dans le temps. Et donc, c'est par ces relations qui sont tendues, qui sont en conflit, qui sont parfois honnêtes et très fortes et très intégratives et parfois très distanciatives et où ma position est en permanence questionnée, que je me rends compte que peut-être que l'enjeu d'un travail photographique en RDC, il est ailleurs et que peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'il y a une autre histoire à raconter que l'histoire des élections et peut-être qu'il faut que je me déconditionne des attentes que je projette par rapport à des médias occidentaux de raconter une certaine histoire de la RDC. Et c'est là que je commence à me questionner par rapport à ma pratique et à rediriger mon attention sur ces émotions conflictuelles et sur cet espace, cet environnement que je découvre via tous ces conflits, mais en me rendant compte que la position dans laquelle je suis, c'est en fait un réel don de pouvoir être en même temps intégré et exclu, mais d'avoir la chance qu'on me donne l'opportunité de naviguer dans cet environnement congolais. Et donc, j'essaye de traduire cette situation en images avec le désir d'accéder des réalités congolaises et de les inclure, de faire un peu un travail de récupération, d'en faire une partie de ma vie et de traduire ce processus dans un univers visuel qui est imprégné de charges émotionnelles et, de la personnalité des gens qui partagent leur espace et leur réalité avec moi. Et donc, ce questionnement va clairement influencer mon processus et va en fait réécrire malgré moi une histoire que j'avais pourtant pensée en amont. Et c'est une nouvelle façon de travailler, beaucoup plus riche et en dépendance absolue avec mon environnement, parce que je ne suis plus vraiment l'auteur de l'histoire, mais plutôt un commentateur de choses qui me sont partagées. Et c'est via cette approche que j'ai décidé de continuer ce projet, notamment en contribuant avec des chaînes de télévision locales qui m'ont permis d'ajouter encore une autre couche des nombreuses réalités complexes du pays, en ayant accès à l'actualité locale et donc en me concentrant sur des micro-événements plutôt que sur des macro-événements qui en plus sont jugés macro par l'Occident, alors que la réalité congolaise est, elle, rythmée par le micro et pas le macro, en faisant le pari que d'accumuler des micro-événements, d'accumuler du non-événement, des choses qui ont une relevance, une pertinence locale, me permettrait même de m'adresser à une scène ou une audience globale, mais peut-être d'influencer la façon dont ce territoire, cet espace de la RDC là, malheureusement, nous perçu. avons déjà dépassé de 30 secondes. Vous êtes obligé de... Je peux donner un mot de la fin ? Oui, quelques secondes. Merci. Pour conclure. Oui. Et donc, c'est par la rencontre avec ce territoire de la RDC, avec les richesses des personnes qui l'occupent et les nombreuses réalités qu'on peut y rencontrer. C'est par cette rencontre-là que ce récit s'est écrit un peu malgré moi, mais dans la volonté de raconter un récit basé sur une réception plutôt sensible, émotive de cet espace, plutôt qu'une analyse et un besoin d'expliquer les choses. Et je pense que c'est comme ça que je souhaite que le travail soit perçu comme une mosaïque d'expériences qui, je pense, peuvent influencer les narrations ou les idées reçues par rapport à la RDC. Merci. Et comment ce territoire peut être perçu. Merci. Maintenant, l'avant-dernier intervenant, Léonard, à toi. Non, à toi. Felwine sera le dernier.
moi, je travaille en équipe avec Ibrahim, donc je gagne 2 minutes de crédit. Et je suis tout de suite son propos. Donc, si vous connectez un tout petit peu avec ce qu'il a dit plus tôt, ma contribution dans notre team, c'est de signaler justement que l'étude et l'analyse des propositions qui nous viennent de la musique, particulièrement les musiques populaires dans le monde noir, sont trop importantes pour être laissées à des spécialistes, des musicologues et pire encore, des ethnomusicologues. Si nous considérons la musique comme l'organisation des sons, nous comprenons son impact dans l'organisation des sociétés. Et si nous comprenons qu'une grande partie de la colonisation passe par l'organisation des sons, à travers la tonalité, par exemple. La tonalité, c'est un système d'organisation des sons sur des pitchs spécifiques. Donc, par exemple, quand quelqu'un écrit une chanson dans une key de G ou de A ou de B minor, c'est ça qu'on appelle, pas la tonalisation, la tonalité plutôt. Excusez-moi, je traduis rapidement. Donc, par exemple, les hymnes religieux, les fanfares et cet apparatus d'apprendre l'organisation des sons ne se limite pas seulement à cette organisation des sons, mais aussi à une organisation des corps, des groupes et donc des sociétés. Donc, par exemple, les chorales ça se présentent d'une certaine façon, les fanfares s'alignent d'une certaine façon, et cet ordre qui est sur les corps de groupe, à travers le son, c'est une grande partie du projet de colonisation européenne en Afrique qu'on n'a pas suffisamment étudié. Achille et Felwine se demandent et nous demandent comment l'Afrique pourrait redevenir son centre. Et à mon avis, une des initiatives serait par exemple d'étudier, comme Ibrahima l'a suggéré plus tôt aussi, d'étudier un des domaines dans lesquels l'Afrique a toujours été son centre. Et ça, c'est dans le domaine de l'organisation des sons. Et je parle de l'organisation des sons pour signaler justement, essayer de distinguer avec notre approche, notre interprétation de la musique comme un art. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un art, mais je dis dans une société qui est encore fondamentalement orale comme la nôtre, ou orale à travers la machine comme le téléphone et autres, mais où la production et la circulation des idées est communiquée de telle façon. La musique, le domaine de l'organisation des sons garde son importance. Je m'arrête là. Merci. Ah, ok. Et donc, moi, je m'intéresse particulièrement basé sur tout ça, je m'intéresse sur ce que les idées que porte la musique. Et je veux dire les idées, pas par rapport à la musique elle-même, mais les idées sur la société, les idées sur la science, les idées sur le développement qui nous viennent de la musique. Et pour étudier ces idées, pour comprendre ces idées, pour les récupérer, il faut d'abord dépasser notre lecture initiale, c'est-à-dire celle du test, des lyrics, ce genre de choses, et comprendre justement de penser à ça comme une organisation de son, de penser par exemple, dans ma présentation, j'ai beaucoup plus parlé de la musique congolaise. Je m'arrête là? Oui, tu laisses. Oui. Ok. La musique congolaise, c'est mon dernier mot.
Merci. Maintenant, c'est au tour de Felwine. C'est à lui que revient la responsabilité de la contrainte de temps. C'est lui qui a parlé de 5 minutes. Je n'ai donc plus à lui rappeler que c'est 5 minutes. Je te remercie, Samy. Donc, mon propos va être autour de la relation. Donc, ce que je me propose de faire, c'est de penser la relation. Alors, le monde que nous construisons est le résultat de multiples relations. Des relations interhumaines, des relations interétatiques, des relations avec le vivant, avec la matière, avec le cosmos, des relations qui s'articulent à plusieurs niveaux, micro, mezzo, macro, des relations de diverses natures, des relations qui sont enchevêtrées, générant des interactions multiples. Et on pourrait se résumer en disant que être, c'est être relié. Et c'est par la relation que s'articulent les choses. La relation nous révèle, nous accomplit. Elle définit les rapports que nous avons avec tout le reste, des rapports qui peuvent être des rapports de liaison, de coalescence, donc d'appariement, mais qui peuvent être aussi des rapports de disjonction, de répulsion. Et c'est à travers la relation qu'on socialise les individus. Et si on réfléchit un peu plus, on se rend compte que la relation est au fondement de l'économique, du culturel, du politique et du vivant. Alors ce que je me propose de faire, c'est de repenser les catégories du politique, de l'économique, les relations avec l'environnement ou la nature à travers la catégorie de la relation. Et la proposition que je fais, c'est au lieu de penser au développement ou à l'émergence, etc., une société qui avance est pour moi une société qui produit des relations de qualité entre ces différents acteurs. Et la question que je pose, c'est comment faire pour produire des relations de qualité entre les différents acteurs. Si je prends l'exemple de l'économie, qui est un réseau d'échange, de production, de redistribution, on peut penser une économie relationnelle de qualité. On peut penser la production d'une relation de qualité comme la charpente de l'économie matérielle et que nous ne soyons plus obligés d'être dans une guerre de tous contre tous pour produire l'économique. C'est ce que le capitalisme nous montre. Si on pense le politique, c'est la gestion de la pluralité. On peut réfléchir à comment on articule la relation avec la pluralité dans un espace que nous partageons, dans les notions d'en commun. On peut penser la bienveillance, on peut penser la réciprocité, on peut penser le soin comme étant l'expression de la relation. Si je pense le rapport, je n'ose plus employer le terme nature, puisqu'il a été proposé de sortir des dichotomies nature-culture, mais si je pense la relation avec les existants, on peut articuler une relation d'affinité, une relation de parenté, une relation de convivialité avec l'ensemble des existants. Et pour moi, une civilisation qui est supérieure, ce n'est pas une civilisation qui a une avance technologique, mais c'est une civilisation qui est en mesure de produire des relations de qualité entre ses différents membres. Je te remercie. Bon, disons que vous avez été victime du retard qu'on a pris. Bon, c'était pas. Vous voyez que la salle est quand même un peu. Voilà. Maintenant, on va prendre tout au plus 5 questions, une seule série de questions et ce sera tout, vu l'heure quand même. Je précise quand même une chose. Si quelqu'un a une question à poser, qu'elle soit précise et qu'il nous dise à qui il la pose, parce qu'on ne sera pas obligé de faire parler tout le monde. Si on a une question, une intervention suscite une question, on la pose à la personne, à l'auteur de l'intervention, et il répondra. Si c'est pour une précision, un apport quand même qui demande, je pense que ça pourra attendre d'autres sessions, parce que moi, j'aimerais prendre juste des questions et de vraies questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Là, d'abord vous, parce que je ne vais pas attendre que 5 personnes lèvent les doigts, oui. Oui, vous qui levez le doigt, oui. Bonsoir. Oui, c'est bonsoir. pour taquiner un peu. Dans l'intervention de M. Ntoné Djabé, je vois le titre Method After Fela. Je m'attendais à ce qu'il parle de Fela ou de musique nigériane. Il nous amène au Congo et même pas un mot sur Fela. Est-ce que c'est un faux ami? Merci. D'accord. J'ai vu le jeune homme qui levait le doigt là, à côté. Ça.
Je voudrais poser une question à l'autre sœur, le grand frère. Je voulais simplement lui demander s'il pouvait y avoir une façon... Felwin, la question s'adresse à toi. Oui, si dans la façon qu'il a de penser la relation, il incluait aussi le double sens du mot relation, c'est-à-dire ce qui évidemment met en rapport, mais également ce qui est récit, ce qui relate, ce qui relie, mais aussi ce qui relate, ce qui rapporte. Et donc, comment est-ce que tu peux penser ce double sens-là? D'accord. Une troisième question. D'accord, là. Elle est pour Jean-Pierre Bécolo. Vous avez parlé du cinéma qui soigne, c'est très très beau. Maintenant, une fois que c'est fait, nous n'avons pas accès à ce cinéma-là parce que nous n'avons pas de salle, vous en avez parlé. Comment faire finalement? Parce que stylo, je peux noter. Oui. Il faut soigner le cinéma d'abord. Comment faire pour accéder à vos films? Est-ce que vous avez des suggestions? Parce que nous sommes désespérés. Merci. À qui elle pose Merci. Quatrième question. Bonsoir, c'est Mamadou Bassirou Dieng quoi. Ma question s'adresse à Ibrahima Wane quoi. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'industrie musicale quoi? Merci. Là, je pense pas. Là, la question s'adresse à Marie-Anne. On a eu un petit aperçu de la beauté de saisir le silence par toutes ces femmes. Ma question est, qu'est-ce que ça produit dans nos sociétés africaines où le bruit est souvent dominant, mais pas forcément celle des voix des femmes? Bon, là, je pense que s'il y a une question, on peut faire une petite exception pour prendre une sixième, je ne sais pas. Bon, ben, non. Une dernière, non. 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 Ah ben, il y a une... Là. Oui, ce sera la dernière. Audrey. Question au grand Sarr. Je viens d'apprendre qu'il y avait un grand Sarr. Donc je ne sais pas qui est le petit. Question à Felwine sur la relation. Hier, je crois, un des intervenants, et d'ailleurs je me demande si c'est pas Samy, je ne suis pas sûre, parlait de Lévinas. Lévinas dit entre autres jolie pensée que autrui c'est là où je ne peux plus pouvoir. Donc une fois qu'on a admis ça, si on l'admet, enfin c'est mon cas, comment on invente la relation à l'autre et comment s'accommoder de ce respect de la limite autrui, c'est là où je ne peux plus pouvoir, et en même temps construire, tisser la relation. D'accord, je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite, puisque non, sinon comme ça tu as deux questions. Alors je vais répondre aux deux questions. Donc, dans la bisémie du terme, relater, donc raconter, ce à quoi ça me raccorde, c'est que, effectivement, si on veut articuler une relation de qualité avec autrui, probablement ne prendrions-nous pas sur nous la responsabilité de le raconter mieux que lui-même. C'est-à-dire que laisser un espace à son récit idiosyncratique, laisser un espace à la création d'une vraie interlocution. Si on veut dialoguer, il faut qu'il y ait une voix singulière en face de la nôtre. Il ne me semble pas que nous soyons dans un dialogue. Et pour un peu raccorder à un débat d'hier, effectivement, le rendez-vous du donner et du recevoir, ou le vrai dialogue, suppose la reconnaissance de voix singulières et différentes qui entrent en dialogue. Quand c'est un monologue dialogué, quand c'est une voix qui se diffracte et qui se projette, il n'y a pas de dialogue. Donc ça veut dire que le préalable, donc pour cette relation-là, c'est de faire en sorte que l'on puisse être dans un espace de véritable interlocution. Donc chacun se raconte, chacun peut articuler son récit,
Et chacun peut venir avec sa voix singulière. Et pour reprendre probablement un titre de ton roman, pour faire un chœur, il faut plusieurs voix. Et c'est comme ça que je l'entends. Alors, autrui, c'est là où je ne peux plus pouvoir, c'est cette idée de limite et de frontière. La frontière a souvent été vue comme effectivement un lieu de frayage ou un lieu de distinction, mais c'est aussi, les anthropologues nous apprennent que c'est la séparation qui permet la relation. C'est délimiter un espace comme étant propre, comme étant sien, qui permet de le franchir pour aller à la rencontre de l'autre. Je pense que c'est Glissant qui dit qu'il aime bien les frontières parce que traverser les frontières lui permet de goûter l'autre avant de revenir. Donc, on est dans cette dialectique-là, et ça rejoint le grand débat du singulier, du propre et de l'universel. Lorsqu'on dit qu'il y a de la singularité, on nous oppose cette assertion comme un déni de l'universel, alors qu'il ne peut pas y avoir de dialogue, il ne peut pas y avoir d'invariants qui sont communs, il ne peut pas y avoir des choses que nous partageons s'il n'y a pas des expressions singulières des visages de l'expérience humaine. Et la grande difficulté, elle est là. Comment on articule les deux? Comment on ne reste pas dans l'emmurement du singulier et comment on ne se dilue pas, comme disait Césaire, dans l'espace éthéré de l'universel? Et quelle est la dialectique de l'équilibre entre ces deux temps? Et je pense qu'il y a l'idée du respect, il y a l'idée d'entendre les voix singulières et il y a l'idée d'être une couleur pour qu'il y ait un arc-en-ciel. L'éducation, merci. Maintenant, à toi, tu n'as pas parlé de Fela. Fela, Fela propose, pour moi, il propose quelques idées à travers la musique qu'on peut, des idées sur la société. Par exemple, une critique de la société, au-delà de ce qu'il dit. D'abord, il parle de cette conception de groove, ce qu'il appelle groove, comme ce qu'il considère comme l'essence de la musique africaine. Donc, ce qui est un peu controversé en ce moment, de même dire la phrase musique africaine, alors il développe tout un projet qui dure à peu près 27 ans à explorer ça. C'est d'abord un projet de musique, mais la façon dont il le fait, je ne parle pas des tests, je parle du timbre, du rythme, des harmonies, des modalités de composition, de méthode en fait. Et c'est donc pour ça que je réfère à la méthode après Fela. Pour moi, c'est ce moment où je me rends compte que la musique, ça sort bien sûr de l'entertainment, mais aussi la musique, ça sort de ce domaine de message, où la valeur de Fela est d'abord qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il chante, il lutte contre, mais de regarder vraiment l'ensemble de l'organisation des sons qu'il produit. Et donc, dans son projet principal, il appelait ça « the power of the single story », c'est-à-dire le pouvoir du récit unique, hein, dans sa recherche de cette essence africaine, parce qu'il se considérait comme panafricain politiquement. Un peu inconsistant idéologiquement, mais parlons de sa méthode. Et donc, si vous écoutez ces chansons, il y a d'abord l'idée de durée. L'idée de durée qui, à ce moment-là, dans la production, la circulation de la musique populaire, est limitée à peu près à 3 minutes 45 ou au maximum à 4 minutes. C'est des 45 tours, parce qu'avec la commercialisation de la musique, il faut passer un nombre de chansons pendant un certain temps. Je ne vous fais pas un cours dessus, mais c'est la première chose contre laquelle Fela se rebelle. Parce que pour lui, le projet, à chaque fois, c'est de dire une histoire et de suivre le rythme de l'histoire elle-même. Donc, prendre le temps qu'il faut prendre. J'essaye de prendre le temps qu'il faut prendre. Ça, c'est une idée. La deuxième idée, c'est de reséparer la musique de l'aspect, de reséparer la production de la culture je ne connais pas le terme en français, mais il y a un concept qui suggère que pour produire, pour réfléchir sur la société, tu dois d'abord prendre de la distance. Alors, Fela est fondamentalement opposé à ça. Pour lui,
la production, l'action et la réflexion sur une société se passent à l'intérieur du rythme de vie de cette société. Donc, il doit trouver un système de composition qui lui permet ça. Donc, pour lui, écrire la musique cesse d'être un événement. Ce qu'il fait, c'est que, d'abord, il ouvre une boîte de musique. Donc, ce qu'il fait, c'est comme nous sommes là, il fait 3 spectacles par jour et par semaine. Et ces 3 spectacles deviennent son processus de composition. Donc, il enlève ce qu'on appelle le 4e mur et tout ça. Chaque fois qu'il fait un spectacle, il est en train d'écrire une chanson. Et donc, ça prend le temps que ça prend. Et au bout de l'écriture, quand il considère qu'il a terminé la chanson, il enregistre et il ne la rejoue plus jamais en public. Donc, tout ça, c'est des idées dont il ne parle pas. Il ne les dit jamais comme je vous parle là. Tout ça, on ne le comprend qu'en écoutant sa musique. Comment il organise ses sons, comment il les produit, comment il les dissémine. C'est donc cette systématisation voilà, de son processus que j'appelle méthode après Fela. Mais ça peut être appliqué à d'autres domaines, d'autres systèmes. Je crois que la musique congolaise nous fait d'autres propositions et bien d'autres systèmes de musique. Merci. Maintenant, Marie. Je réponds à votre question. Alors, je crois que pour bien la résumer, vous souhaitiez savoir ce que le silence produit, c'est ça? Le silence dans ces œuvres produit dans les sociétés africaines. Alors, moi, je pense que d'abord, encore une fois, je veux répéter que l'art, en tout cas l'expérience de l'art, c'est d'abord une expérience sensible. Et que justement, ce qu'elles peuvent produire de façon de ce silence, de ce qu'on peut entendre, c'est d'abord une expérience sensible, et à partir de laquelle on peut peut-être, on espère, ou j'espère, envisager de déconstruire et reconstruire d'autres schémas que ceux qu'on a pu, dont on hérite en fait de structures qui sont largement patriarcales. Je pense que c'est ce qu'elles veulent dire. Au fond, on l'a bien compris à travers quelques exemples, elle ne se situe pas dans un art décoratif, c'est probablement l'art qui est le prolongement du politique par d'autres moyens. Ce qui est important, à mon sens, dans ces actes, en fait, ce sont des actes d'insoumission aux conditions socio-historiques qui sont faites aux femmes, qu'elles soient africaines ou non. Et ce sont aussi des actes de conquête d'une présence au monde. Donc il y a, à mon sens, un aspect d'émancipation dans ces actes et ces productions artistiques qui est libératoire, c'est certain, c'est un acte personnel, libératoire, mais je l'ai montré aussi en prenant des exemples de collectifs. Je ne vais pas généraliser, elles ne travaillent pas toutes dans une dimension collective, mais cette multiplication de collectifs que j'observe depuis quelques années et de collectifs de jeunes femmes, j'ai pris 2 exemples, le collectif IKEA en Afrique du Sud et ce collectif Kairobats en Égypte, pour bien montrer en fait que c'est vraiment... dans une dimension vraiment panafricaine, si je veux dire, elle se situe dans des contextes socio-historiques complètement différents et en même temps, elle ressent ce besoin du collectif. Donc chacune travaille individuellement, chacune s'émancipe probablement à travers leur travail individuel, mais cette dimension du collectif, elle est extrêmement forte et elle renvoie à l'idée comment est-ce qu'on peut, entre nous, prendre soin de nous. C'est-à-dire que chacune, et je parlais du collectif IKEA, qui dit que d'abord, en fait, on peut d'ailleurs questionner cette notion du collectif, mais c'est plutôt un réseau. C'est-à-dire qu'elles sont ensemble et ouvertes pour se soutenir, pour s'aider dans un monde qui n'a pas, dans un monde déjà assez violent pour elles en tant que femmes,
et aussi, comme je parlais aussi tout à l'heure de cette violence symbolique, mais qui est alors là une vraie spécificité probablement des artistes africains, c'est que le monde de l'art, dans le monde de l'art, l'Afrique est encore aux marges, et qu'on voit bien que c'est encore plus difficile pour ces femmes d'exister. Donc elles sont au fond à la marge de la marge. Donc cette dimension finalement de ce regroupement en silence est un acte de résistance et un acte d'insoumission. Donc à la fois dimension émancipatoire, libératoire, la soumission, et je pense aussi que au fond, et je veux le redire, je pense qu'à travers l'art, on peut accéder à d'autres savoirs, et j'étais tout à fait en phase avec ce qu'a développé et fort bien Jenny plus tôt, et que c'est important qu'existent ces récits alternatifs au fond, parce qu'ils viennent contester d'autres récits. Ils apportent aussi d'autres formes de pensée, et pour moi, c'est aussi des formes plastiques, mais des formes de pensée plastique en mouvement, et en ça, c'est vraiment important. Maintenant, toi, pour le cinéma. Soigner le cinéma ou soigner les salles de cinéma, je ne sais pas trop. Bon, moi, je crois que s'il y a effectivement quelque chose à... s'il y a un soin à apporter ou s'il y a quelque chose à guérir de, ce serait, je dirais, le capitalisme. C'est-à-dire que, je crois qu'il y avait William Bay qui était là, qui a fait ce film sur Cheikh Anta Diop. Ah oui, voilà. Donc, c'est important de le présenter parce que ce travail est un travail formidable. Je le dis parce que non seulement, si jamais ce film sur Cheikh Anta Diop n'a jamais été fait, bon, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a surpris, qu'il n'y avait pas eu de film sur Cheikh Anta Diop depuis, et que si on avait attendu un financement dans le modèle capitaliste, c'est-à-dire que quelque chose qui rapporte beaucoup, qui serait... voilà. Donc, ce film, peut-être, ne se serait jamais fait. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que dans ce que nous faisons, si nous nous en tenons au modèle actuel, c'est-à-dire au modèle qui veut qu'on ne finance que ce qui va rapporter, donc du coup, il y aurait une bonne partie de notre mémoire qui n'existerait pas en cinéma. C'est-à-dire que nous, et je crois qu'il y a beaucoup de films que nous aimerions avoir, que nous n'avons pas à ce jour, et que nous aimerions bien laisser à nos descendants, etc. Donc, en gros, il faudrait sortir le cinéma du capitalisme. Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que le mode de production, le mode de distribution, si on s'en tient qu'au capitalisme et les salles de cinéma qui ferment peut-être parce qu'elles n'étaient pas rentables à un moment donné, le modèle avait changé, le numérique, l'Afrique du Sud, enfin, bref, il y a tout un tas de raisons qui ont fait que les salles ont fermé. Bon. Toujours est-il que si on s'en tient au modèle capitaliste, c'est clair que nous n'aurons pas les films dont nous avons besoin. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis... on commence d'abord par fabriquer, évidemment. Les modes de distribution, on fait comme s'il n'en existe pas. On sait très bien que si on met ce film-là dans toutes les écoles, je crois qu'il trouverait son modèle économique. Mais malheureusement, nous sommes dans le mimétisme du système hollywoodien qui veut que, bon, on va sortir un film dans une salle de cinéma, il faudrait que les gens paient, qu'on fasse la publicité de cette manière. Bref, alors que tout ça ne nous correspond pas du tout. J'ai pris aussi l'exemple hier de Nollywood, c'est-à-dire ce cinéma nigérian qui, semble-t-il, réussit beaucoup. C'est-à-dire qu'ils font, je crois, 1000 films maintenant. Bon, encore qu'il faudrait qu'on définisse ce qu'on entend par film. Mais toujours est-il qu'il a trouvé son modèle économique et apparemment, beaucoup de gens en vivent. Mais je constatais aussi que voilà une industrie, entre guillemets, qui produit beaucoup de films, mais qui n'a pas vu un phénomène comme Boko Haram qui se déroulait là, à côté. Donc, imaginez donc un cinéma qui ne montre pas. Le cinéma est censé vous montrer, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 urnes, on devrait en avoir 20, 30, une centaine. Dieu pouvoir. Donc, en français, on utilise le terme divertissement. Bon, ça veut aussi dire faire diversion. C'est-à-dire qu'on détourne les gens pendant que quelque chose se passe là, ils ne le voient pas. Donc, on voit bien que si nous faisons des films qui ne nous montrent rien, ou qui ne nous montrent pas ce qui se passe autour de nous, nous sommes condamnés un peu à mort, en fait. Donc, avant d'en arriver à la distribution qui n'est qu'un problème de modèle au fond et qui est aussi un problème d'espèce de soumission au capitalisme, au modèle capitaliste, nous devons d'abord savoir ce que nous voulons en faire.
C'est-à-dire que le cinéma, évidemment, les Américains ont décidé que c'était une société industrielle, il fallait qu'on se relaxe parce qu'on travaille beaucoup. Donc le divertissement est devenu le modèle. Bon, je crois que les Français ont essayé plusieurs choses, mais ils se disent, bon voilà, on va en faire un prolongement, disons, de la littérature, enfin, des choses comme ça. Bon, mais chacun est libre de décider ce qu'il aimerait faire du cinéma. Mais malheureusement, je trouve qu'à notre niveau, on n'a pas défini. Il peut y avoir 10 000 manières de faire du cinéma et 10 000 projets. Mais je pense juste simplement qu'il faut commencer à en énoncer et à commencer à les mettre en œuvre. Voilà. Merci. Bon, comme il y a une dernière session, nous sommes obligés de quitter rapidement le plateau pour que Felwine appelle les intervenants. Merci à ceux qui ont encore... voilà. Ah, il y a... Ah. J'avais oublié. Je ne revendique pas la parole, c'est qu'il y a une question sur les industries musicales. Oui. Voilà. Donc, je suis obligé de répondre très rapidement, surtout que c'est une question assez large. Bon, je vais répondre de façon très schématique, en donnant quelques exemples de pays. En Guinée, au Mali, par exemple, puisqu'on parle de l'Afrique de l'Ouest, l'industrie musicale a été créée par l'État. Donc, les studios d'enregistrement, les maisons de disques, etc. sont créés par l'État, puisque la musique est considérée comme un élément du combat, un élément de la décolonisation culturelle. Ce qui fait que les musiciens sont pourvus matériellement, mais en même temps, ils sont conditionnés, ils sont bridés au point de vue du contenu de leur production. Au Sénégal, on a presque l'autre extrême au même moment. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de conditionnement, mais en même temps, donc, il n'y a pas de support, véritablement. Donc, l'État se rattrape vers la fin des années 80 en créant un fonds d'aide aux artistes, un orchestre national, etc. Mais tout cela est stoppé juste par la période des ajustements structurels, qui fait que finalement, ici, l'industrie musicale a été créée par les artistes eux-mêmes, de leurs propres mains. Ce sont les Youssou N'Dour et d'autres qui ont créé l'industrie et l'environnement musical. Au même moment, aussi, cette crise économique fait qu'en Guinée, au Mali, on commence à lâcher ces orchestres pour leur permettre de compétir dans un contexte qui est devenu différent du contexte des années 60. Mais tout cela aujourd'hui est en crise. Tous ces modèles-là sont en crise et ça dépasse l'Afrique. Donc la crise de l'industrie du disque est connue, avec la piraterie, avec le numérique, etc. etc. Et aujourd'hui, il y a également un modèle qui est proposé par rapport à ça, c'est la diffusion et la distribution en ligne, qui est devenu le grand modèle dominant proposé, y compris à l'Afrique, qui a ses avantages, mais qui a également ses inconvénients. On ne peut pas le prendre comme le modèle idéal, puisque c'est un modèle qui est surtout né du bilan de notre terrain. La diffusion numérique, c'est au moins trois choses. Il faut avoir un smartphone, il faut avoir une carte bleue, il faut avoir la connexion Internet. Donc c'est un modèle exclusif qui peut juste servir jusqu'à un certain point. Et il y a un autre modèle intéressant qui intéresse le cinéma, qui est le crowdfunding, qui se rapproche plus de la tradition, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs eux-mêmes qui participent à la production du film ou du disque, ce qui rappelle le fonctionnement communautaire de l'art. Donc les gens qui donnent l'argent pour l'artiste qui se produit, etc., etc. Donc il y a beaucoup de modèles, mais qui nous viennent surtout de l'extérieur, du monde occidental, ce qui veut dire qu'on est obligé de construire notre propre écosystème. Donc ce qui est tout un chantier donc, sur lequel je signale juste qu'il y a une conférence le 17 et 18 dont l'un des organisateurs dans la salle sur l'industrie culturelle en Afrique. Donc voilà, merci. Merci. Bon, notre session est terminée. Les chevalets. Et ce qui faisait urgence, à notre sens, de tenter de mettre en place une plateforme pour faire éclore un penser ensemble dans ces tensions, mais un penser ensemble qui reprend l'initiative théorique sur des problématiques de l'heure, eux qui nous concernent en tant qu'Africains, mais qui nous concernent en tant que résidents et habitants de cette planète.
penser dans le double sens d'accomplir un acte réflexif, de prise de distance par rapport à la réalité pour mieux la déchiffrer, et on l'espère pour mieux avancer, mais penser aussi avec A, comme le suggérait ce matin Abdourahmane Seck, penser dans le sens de prendre soin de quelque chose qui pour nous est essentiel, parce que du destin de ceci, il y va de notre propre survie. Cette démarche est d'abord une démarche, je dirais, intellectuelle et symbolique. Le monde que nous avons en partage nous impose un certain nombre de défis, et nous pensons que ces défis, bien qu'ayant eu un prolongement pratique, doivent être d'abord pris en charge par de la réflexion, par de l'inventivité, par de la créativité, et que probablement, contrairement